Donc l'enregistrement, il a démarré. Je vais partager mon écran. Mon écran, il est partagé. Alors, c'est bon. Donc je vais rappeler un petit peu, comme a dit votre camarade, je vais rappeler ce qu'on a vu au niveau du 3e chapitre. Donc le 3e chapitre, l'objectif, c'est la pyramide productique. Donc c'est quoi la pyramide productique? C'est quoi déjà la productique? Donc la productique, comme nous l'avons défini la séance dernière, c'est la mise en œuvre de tous les moyens techniques informatiques afin d'assurer la rentabilité du système de production. Donc, c'est la CAO, la CFAO, la GPAO, tout ce qui est pilotage de production, l'utilisation de la supervision technique d'intelligence artificielle, ainsi de suite. Et donc, la productique, elle est considérée comme étant la 3e révolution industrielle, en fait. Et donc, ça s'est prolongé. Et de nos jours, il y a ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. C'est l'utilisation de l'Internet, de plus en plus l'utilisation de l'Internet au niveau des systèmes de production. Donc, il ne suffit pas d'automatiser les systèmes de production. Donc, l'automatisation, elle doit être communicante. Donc, on doit assurer une communication entre les différentes machines, entre les différents logiciels, ainsi de suite. Et donc, on avait vu un petit historique sur l'automatisation. Et donc, nous avons dit qu'au niveau des années 60, donc, il y avait l'automatisation ponctuelle. Donc, cette automatisation, elle n'était pas flexible. Donc, on automatisait les machines dédiées. Après, il y a eu l'intégration en production avec l'apparition de la machine-outil à commande numérique, des systèmes ERP, des logiciels CAO, FAO, ainsi de suite. Et de nos jours, on a l'apparition de l'industrie 4.0. Donc, l'industrie 4.0, elle a donné lieu à un nouveau concept qui s'appelle les systèmes cyberphysiques de production. Et donc, l'objectif des systèmes cyberphysiques de production, c'est d'avoir un système de production qui est de plus en plus intégré, flexible et intelligent. Donc, le FMS, comme dit votre camarade, c'est quoi le FMS? Donc, avec la 2e vague, l'intégration en production, avec l'apparition de la productique, donc il y a eu l'apparition des FMS, Flexible Manufacturing Systems, qu'on peut traduire en français par système flexible de production. Donc, il y a par exemple l'exemple de la cellule flexible. Donc, c'est un exemple de système flexible de fabrication. Il y a les ateliers. Donc, c'est le concept de la flexibilité. Donc, parce que au début, comme on avait dit, donc quand on avait une automatisation ponctuelle, donc l'inconvénient de l'automatisation ponctuelle, c'est que les machines n'étaient pas flexibles. Si on fabriquait une machine pour fabriquer un produit, cette machine ne pouvait pas fabriquer un autre produit. Donc, elle était dédiée pour la fabrication d'un seul produit. Donc, on donne l'exemple en général des lignes de production, des blocs moteurs, des lignes d'assemblage, ainsi de suite. Et donc, au niveau de la 2e vague en productique, donc avec l'apparition des machines à commande numérique de la CFAO, donc on a recherché la flexibilité. Donc, une machine à commande numérique, elle est par définition flexible. Donc, aujourd'hui, on peut programmer la machine à commande numérique pour fabriquer la pièce A. Le lendemain, on peut la fabriquer pour fabriquer la pièce B. Après-demain, la pièce C. Donc, elle est flexible, la machine outil à commande numérique. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un flexible manufacturing system, un système de production flexible? Donc, comme tout système de production, il est formé de moyens de production. Moyens de production, c'est par exemple au niveau d'un atelier d'usinage, c'est les machines-outils. Les machines-outils, ils doivent être à commande numérique en fait. Donc, les moyens de production, ils vont transformer les produits. Et dans un système flexible de fabrication, on n'a pas que les moyens de production. En plus des moyens de production, donc on doit avoir des magasins pour le stockage. Et les magasins, ils doivent aussi être flexibles.
Et donc, c'est pour ça que de nos jours, il y a ce qu'on appelle les magasins automatisés. Donc, comme ce qu'on a au niveau de la cellule NSAM. Donc, c'est un ensemble de casiers desservis par un robot qui effectue le stockage et le déstockage de produits. Donc, en anglais, ça s'appelle les ASRS. ASRS, c'est Automatic Storage and Retrieval System. Parce que c'est un système qui fait le stockage et le déstockage. To retrieve en anglais, c'est déstocker en fait. Dans un FMS, on a aussi des moyens de transport. Qu'est-ce que c'est que les moyens de transport? C'est les moyens qu'on met à disposition pour transporter les pièces, par exemple, dans un atelier d'usinage. Donc, il faut, donc, dans un atelier non flexible, donc le transport, il peut être effectué par l'homme lui-même. Il va prendre un chariot, mettre les pièces dans le chariot et déplacer le chariot. Mais dans un système flexible de fabrication, donc on fait appel à des moyens de transport sophistiqués comme les chariots filo-guidés, ainsi de suite, les convoyeurs. Donc, au niveau de la cellule flexible, on a un convoyeur qui assure un transport automatique. Donc, au niveau des ateliers d'usinage, on a des chariots filo-guidés. Qu'est-ce que c'est que les chariots filo-guidés? C'est un chariot qui suit une ligne de peinture au niveau de l'atelier et au niveau de cette ligne de peinture, il y a des stations. À côté de chaque machine, il y a une station. Et ce chariot, il est sans fil en fait et le logiciel de supervision lui envoie la commande par Wi-Fi et il se déplace sur la ligne de peinture et il s'arrête au niveau des stations. Par exemple, il peut prendre la pièce du stock et l'acheminer vers la station de fraisage, par exemple. Quand elle a terminé le fraisage, il peut l'acheminer vers la machine de tournage, ainsi de suite. Et donc, autrefois, les moyens de transport étaient rigides, ce qu'on appelait les lignes de transfert. De nos jours, on opte pour des moyens de transfert qui sont plus flexibles. Ça veut dire quoi un moyen de transfert rigide? Ça veut dire que dans une ligne de transfert, lorsque le système de transfert, il transfère la pièce d'un stock à un autre, donc il le fait pour toutes les postes. Donc, les postes, ils sont reliés, les moyens de transport, ils sont reliés. Et quand on transfère la pièce, on la transfère automatiquement d'un poste à un autre. Et donc, il y a les moyens de manutention. Quelle est la différence entre les moyens de transport et les moyens de manutention? Les moyens de transport, ils transportent les pièces sur de longues distances. Par contre, les moyens de manutention, ils transportent les pièces sur des petites distances au sein de postes de production. Donc, les moyens de manutention, c'est les robots, les manipulateurs. Ils permettent le chargement, les déchargements des machines. Ils permettent de faire des opérations comme les opérations de soudage, les opérations de peinture, les opérations d'assemblage, ainsi de suite. Par exemple, au niveau de la cellule flexible, il y a une station où il y a un robot assembleur qui fait l'assemblage de pièces. Et donc, ces moyens dans un système flexible de fabrication, ils doivent communiquer. Qui est-ce qui assure la communication? Donc, on a un logiciel de pilotage de type SCADA, c'est un logiciel de supervision qui permet d'assurer la coordination entre les différentes machines. Donc, au niveau de la cellule flexible, donc, on a le logiciel Syros. C'est lui qui fait le pilotage de la production. C'est bon? C'est bon, monsieur? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, merci. C'est bon. D'accord. Donc, si d'autres personnes, ils ont d'autres questions, vous pouvez me poser les questions. Donc, par exemple, ici, on a l'exemple de la cellule flexible de l'ENSAM. Donc, elle est formée d'un magasin de stockage, d'une station d'assemblage, d'une station d'usinage, et il y a un convoyeur qui assure le transport des pièces entre les différentes stations. D'accord. Bon,
C'est là où on était arrivé la dernière fois, donc nous allons continuer. Donc, comme on avait dit, donc dans le domaine de l'usinage des pièces mécaniques, donc on peut trouver plusieurs types de FMS, de Flexible Manufacturing System. Donc parmi les systèmes qu'on peut trouver au niveau du domaine de l'usinage, il y a les ateliers flexibles, les cellules flexibles, les centres d'usinage, ainsi de suite. Quelle est la différence entre un atelier flexible et une cellule flexible? Donc, parfois, on peut avoir une confusion entre ce qui est atelier flexible et ce qui est cellule flexible. Donc, un atelier flexible, il est défini comme un groupement de machines-outils à commande numérique qui est équipé avec des dispositifs d'alimentation automatique et de manutention et de transport et qui est piloté par un ordinateur central, en fait. Et donc, un atelier flexible, euh, il est plus flexible qu'une cellule, il est plus flexible qu'une cellule flexible. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule flexible? Euh, euh, bon. Bon, on peut faire appel, comme on avait dit la dernière fois. Donc, vous arrivez à voir, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a des problèmes au niveau de l'écran, donc vous me le dites. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une cellule flexible en fait? Donc, comme on avait dit au niveau du chapitre précédent, donc on peut faire appel à la technologie de groupe. Donc, dans un atelier, donc les machines, ils peuvent être regroupées en cellules. Et donc, chaque cellule, elle est spécialisée dans la fabrication d'un certain nombre de pièces qui se ressemblent. Et donc, dans ce cas, donc notre atelier n'est pas formé d'un atelier comme ça, il est formé de cellules, de petites cellules flexibles. Donc, la cellule, le nombre de machines d'une cellule, il est inférieur au nombre de machines d'un atelier. Et donc, la cellule, elle est moins flexible parce qu'elle est spécialisée dans la fabrication d'un certain type de produit, d'un certain nombre de produits qui se ressemblent. C'est ça la différence entre les deux. Bon, en général, pour cette notion de flexibilité, donc en général, on équipe les machines-outils à commande numérique de FAO intégrés, d'outils de simulation d'usinage, de changeurs automatiques d'outils, et donc ce qui permet de les rendre plus flexibles. Par exemple, si vous avez une fraiseuse à commande numérique, donc la fraiseuse à commande numérique, si vous la dotez changeur d'outils, avec un magasin d'outils, elle va devenir encore plus flexible parce que donc on peut avoir un changement automatique d'outils, ainsi de suite. Alors, c'est ça la différence entre une cellule flexible et un atelier flexible. Et il y a aussi les centres d'usinage. Donc, on peut avoir des... qu'est-ce que c'est qu'un centre d'usinage? Un centre d'usinage, c'est une machine-outil qui est assez grande et qui est équipée d'un chariot. Chariot où on met en place un montage d'usinage qui peut se déplacer entre les différentes stations de production. Et donc, ça s'appelle des centres d'usinage. Donc, les centres d'usinage, ils sont aussi flexibles et ils sont équivalents à un atelier flexible. Sauf qu'au lieu d'avoir des machines qui sont séparées,
donc on a plusieurs machines qui sont reliées par un système de convoyage, donc dans lequel on met en place un montage d'usinage, et ce montage d'usinage, il peut se déplacer entre plusieurs postes, en fait. Donc le centre d'usinage, il est aussi très utilisé au niveau de l'usinage. Et donc, à partir de là, on peut faire un récapitulatif des différents systèmes flexibles de fabrication, la flexibilité et la production. Donc, par exemple, on voit ici les lignes de transfert qui sont considérées comme les premiers ateliers flexibles, en fait. Donc, au niveau des lignes de transfert, donc, c'est les systèmes de production les plus productifs et les moins flexibles. Donc, ils sont suivis des cellules flexibles. Donc, la cellule flexible, elle est bien sûr plus productive que l'atelier flexible parce que les machines sont rapprochées, le moyen de transfert, il est plus efficace, ainsi de suite. Ensuite, elle est suivie par l'atelier flexible. Et donc, l'atelier flexible, il est plus flexible que la cellule flexible, mais sa productivité, elle est moindre. Et on peut avoir, dans certains cas, comme par exemple dans le cas de la fabrication des outillages, de la fabrication en petite série, donc comme l'atelier de l'ENSAM par exemple, donc des machines-outils à commande numérique conventionnelle. Et donc là, on est très flexible, mais la productivité, elle n'est pas bonne en fait. Donc parfois, on n'a pas besoin de la productivité, on a besoin plutôt de la flexibilité. Et donc, dans ce cas, il suffit d'avoir des machines-outils à commande numérique conventionnelle et d'assurer les autres tâches manuellement. À la limite, on peut équiper les machines-outils d'un robot. Sinon, on garde les machines-outils à commande numérique comme ça, et ça s'appelle des ateliers conventionnels en fait. D'accord. Et donc, nous allons aborder à présent l'évolution. Nous allons faire une petite, un petit. Monsieur, Oui, il y a un problème. Quelqu'un partage l'écran dialogue. aïe, aïe, aïe. Alors, مابقاش كيبان لينا الكور. D'accord, منين بارطاجي l'écran ديالو عافاك يديزاكتيفيها باش يخلي البروف يطلع لينا الكور ديالو نتبعو معاه. باسكو طالع لنا كونفرساسيون هنايا اون سي با شنو واقع. c'est quoi ça? شي واحد بارطاجا بالغلط l'écran ديالو طالع الواتساب وداكشي. D'accord, d'accord, je vais repartager mon écran. C'est bon. C'est bon? Oui, monsieur. Super, merci. S'il vous plaît, vous faites attention, vous ne partagez pas vos écrans, comme ça, il n'y aura pas de problème. D'accord. Donc, nous continuons. Merci beaucoup pour la remarque, parce que sinon, j'aurais enregistré n'importe quoi. Et donc, comme je disais, nous allons faire un petit récapitulatif de l'évolution des systèmes de production. Donc, bien sûr, comme vous savez, donc, les systèmes de production, ils ont évolué. Donc, autrefois, on faisait, euh, euh, on utilisait le terme SIM, Computer Integrated Manufacturing, donc pour, euh, pour développer les systèmes de production. De nos jours, il y a l'industrie 4.0, la quatrième révolution industrielle. Et donc, entre-temps, il y a eu une certaine évolution. Donc, pourquoi il y a une évolution des systèmes de production? Parce que les systèmes de production sont de plus en plus complexes. Et on fait appel à un processus d'ingénierie d'entreprise. Donc, le processus d'ingénierie d'entreprise, il regroupe les différents domaines, que ce soit l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, ainsi de suite, l'ingénierie des procédés. Le processus d'ingénierie d'entreprise, quel est son objectif? Son objectif,
c'est de concevoir des systèmes de production qui sont de plus en plus performants. Donc, on appelle ça des challenges. Donc, au niveau de la communauté industrielle, donc, il y a des challenges. Donc, parmi les challenges, le premier challenge, c'était de concevoir des systèmes flexibles, comme on a vu en dotant une machine aussi avec des magasins d'outils, et ainsi de suite. Et pour cela, on fait appel à des paradigmes de conception des systèmes de production. Donc, après, il y a eu le paradigme de la reconfigurabilité. De nos jours, il y a les systèmes de production évolutifs, ainsi de suite. Donc, nous allons essayer de voir cette évolution dans le temps. Donc, avant cela, nous allons commencer par définir la pyramide productive. C'est quoi la pyramide productive? Comme on a dit, un système de production, il est complexe et il comporte plusieurs niveaux de pilotage. Si par exemple, on prend un exemple d'une cellule automatisée formée d'un robot et de 2 machines aussi. Donc, cette cellule automatisée, il est formée de plusieurs niveaux. Donc, le niveau le plus bas, c'est le niveau axe. Donc, un robot, par exemple, il est composé de plusieurs axes et chaque axe, il comporte des capteurs et des actionneurs. Et donc, c'est le premier niveau en fait. Le niveau machine. Donc, il faut prévoir un système pour commander chaque machine, pour commander les axes de la machine de manière coordonnée, et ainsi de suite. Ensuite, il faut assurer un niveau de coordination entre les machines avec un logiciel de supervision, ainsi de suite. Et donc, pour affronter la complexité des systèmes de production, on les décompose en plusieurs niveaux. Et donc, ces niveaux, ils ont été normalisés. Et donc, c'est ce qu'on appelle les 5 niveaux de la pyramide SIM. Donc, au niveau des systèmes de production, ces niveaux, ils ont été normalisés. Donc, on utilise les différents niveaux pour modéliser un système de production. Un système de production, donc, comme on a dit, il comporte plusieurs niveaux en fait. En productique, on a réalisé une hiérarchisation de matériel. Il y a une hiérarchie par classe de niveau croissant d'abstraction. Donc, cette démarche, elle permet à chacun des classes de regrouper tout ce qui relève d'un même métier, d'une même spécialité et des gens qui parlent le même langage. Donc, en faisant abstraction de ce qui se trouve au niveau inférieur. Par exemple, ici, on a le niveau 0. Donc, au niveau 0, on a les fournisseurs des capteurs actionneurs. Donc, il y a un certain nombre de métiers, d'entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication des capteurs et des actionneurs. Il y a le niveau machine. Donc, au niveau machine, il y a des gens qui sont spécialisés dans la fabrication des automates, dans la commande d'axes, ainsi de suite. Notamment Siemens, Schneider, ainsi de suite. Les fabricants de machines-outils. Donc, je ne connais pas des noms d'entreprises, mais il y a des entreprises qui sont leaders dans leur domaine, qui sont spécialisées. Et donc, ils font abstraction du niveau inférieur. Par exemple, un constructeur d'automates, donc, il ne va pas chercher à savoir ce qu'il y a au niveau d'un capteur ou ce qu'il y a au niveau d'un actionneur. Pour lui, un actionneur, c'est une boîte noire. Donc, il va communiquer avec ses entrées-sorties, avec ses interfaces. Et donc, le fournisseur de capteurs actionneurs, il lui fournit les interfaces et c'est à lui l'interface. Idem au niveau de niveau C. Là aussi, les développeurs de logiciels de supervision, donc pour eux, un automate, c'est une boîte noire. Ils communiquent à travers les drivers, comme ce qu'on a vu au niveau des TP de cellules flexibles. Donc, on suppose qu'un automate, c'est une boîte noire. On lui demande de faire des choses à travers les drivers. Et c'est tout. Donc, on ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a dedans, avec quelle technologie il est conçu, et ainsi de suite.
Et donc, idem, on a une machine, il est formé de plusieurs capteurs actionneurs. Une cellule, il est formé de plusieurs machines. Un atelier, il est formé de plusieurs cellules. Et une usine, il est formé de plusieurs ateliers. Donc, au niveau usine, on a les éditeurs de logiciels ERP. Vous savez ce que c'est qu'un logiciel ERP? Est-ce que vous savez ce que Non. Non, oui. Alors, c'est quoi un logiciel ERP? Autrefois, avant l'avènement des logiciels ERP, au niveau d'une entreprise, on trouvait plusieurs logiciels. Par exemple, la comptabilité, il utilise le logiciel comptabilité. Au niveau de la production, on utilise des logiciels de gestion de production. Au niveau de les ressources humaines, on utilise des logiciels de paie. Paie comme payer, c'est pas la guerre et la paix, d'accord? Les logiciels qui font la paie, qui font sortir les bulletins de salaire chaque fin de mois, ainsi de suite. Au niveau des services commerciaux, on trouve des logiciels de gestion de vente et de facturation. Donc, quand on veut livrer un client, donc le logiciel, il fait sortir les factures avec le calcul des prix et le calcul de euh, euh, ainsi de suite. Et donc, les éditeurs de logiciels, ils ont dit pourquoi ne pas regrouper ça dans ce qu'on appelle des intégrés. Donc, en français, ça s'appelle des logiciels de gestion intégrée, des PGI, des progiciels de gestion intégrée. Donc, dans un logiciel ERP, on va trouver à la fois la facturation, la paie, la gestion de la maintenance, la gestion de production, la comptabilité, les modules logistiques, ainsi de suite, la qualité, ainsi de suite. Contrôle de la qualité, la GQAO, gestion de qualité assistée par ordinateur, ainsi de suite. Et donc, il y a des logiciels qui se vendent très bien sur le marché, comme le SAP, le JD Edwards, ainsi de suite. Et donc, au niveau usine, donc l'usine, elle est gérée par un logiciel ERP. Et donc, une usine, c'est un ensemble d'ateliers, en fait. Donc, on peut trouver dans une usine un atelier d'usinage, un atelier de fonderie, un atelier d'assemblage. Et donc, même les services, ils sont considérés comme des ateliers. Services de bureau d'études, services bureau de méthode, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est regroupé dans une entité qu'on appelle usine. Et euh, ensuite, il y a les ateliers. Et les ateliers, ils sont les ateliers autrefois chef d'atelier en fait. C'est lui qui assure la communication entre l'usine et la cellule en fait. Et donc après, il y a eu apparition de logiciels MES, Manufacturing Execution Systems. Donc c'est des logiciels qui font le pilotage d'atelier. C'est bon? Et donc, idem, lorsque on va parler de MES, donc les développeurs de logiciels MES, pour eux, les machines et les cellules, c'est des boîtes noires. Donc, ils ne vont pas communiquer avec, ils ne vont pas savoir ce qu'il y a dedans, ils vont communiquer à travers des interfaces. Et en général, le MES, il s'est développé surtout avec le développement d'un certain nombre de technologies de capteurs, comme les RFID, ainsi de suite, et les CODA bar, ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas imaginer de mettre en place un logiciel MES sans faire appel à une technologie comme le Cadabar. Parce que c'est le MES, il doit être alimenté en information. Et comment il va être alimenté en information? En général, à l'aide des Codabars. D'accord. Et donc, en général, au niveau des systèmes de production, donc on utilise des RLI, des réseaux locaux industriels. Donc, en chaque niveau,
Par exemple, pour faire communiquer une cellule avec les machines, il faut relier le logiciel de pilotage avec les différentes machines. Et donc, pour les relier, on fait appel à un réseau local industriel. Donc, il y a deux types de réseaux locaux. Les réseaux locaux d'entreprise, les réseaux LAN que vous connaissez tous, qui permettent de relier les ordinateurs entre eux. Et il y a les réseaux locaux industriels. Les réseaux locaux industriels, il est utilisé au niveau d'une usine pour connecter les machines et pas les ordinateurs. Les machines outils, les machines de production. Parce que parfois même l'ordinateur, on l'appelle machine. Et donc, le réseau local industriel, il assure la commande, la supervision et la conduite, la maintenance et la gestion des installations de production. Donc, il y avait trois types de réseaux locaux industriels. Donc, il y a des réseaux qui avec la révolution 4 points, la quatrième révolution, ils tendent à disparaître. Donc, le premier type de réseau, c'est le réseau d'usine. Le réseau d'usine, il permet de connecter les différents ateliers à une usine. Le réseau de cellules, il connecte les différents automates à un coordinateur de type SCADA, un superviseur. Et le réseau de terrain, il connecte les capteurs actionneurs aux automates et aux contrôleurs. D'accord? Donc, au Monsieur, niveau des réseaux... Oui, oui, je monsieur, vous c'est entends. quoi le rôle du coordinateur SCADA? Le rôle du Oui, coordinateur SCADA. d'accord, d'accord. Le coordinateur SCADA, oui. Donc, c'est quoi SCADA? Tout d'abord, c'est tout simplement un logiciel de supervision. Donc, les logiciels de supervision, leur terme technique, c'est SCADA. SCADA, c'est les initiales de Supervisory Control and Data Acquisition. C'est pour ça que même les ouvrages en français, quand ils disent, par exemple, un logiciel de supervision, ils ajoutent de type SCADA pour être plus précis au niveau de... Donc, SCADA, c'est le terme technique de supervision. Parce qu'au niveau de la supervision, donc, il y a trois fonctionnalités qui sont assurées par la supervision. Donc, je sais pas, on avait un cours de supervision. Je ne sais pas, est-ce qu'on va continuer à l'avoir ou est-ce qu'il fait plus partie des cours du programme. Donc, supervisory. Donc, les logiciels de supervision, ils assurent trois fonctions principales qui sont supervisory, c'est la supervision passive. Control, c'est la supervision active. And data acquisition, l'acquisition des données. Donc, l'acquisition des données, elle n'est pas assurée au niveau bas de la pyramide SIM. Par exemple, ici, au niveau des capteurs actionneurs, les capteurs actionneurs ne peuvent pas faire de l'acquisition des données. Ils ne peuvent pas collecter les données. L'automate aussi, il n'est pas fait pour collecter la donnée. Donc, il n'a pas une mémoire suffisante pour collecter les données. Quand est-ce que ça commence la collecte des données? Elle commence à partir des logiciels de supervision de type SCADA. Et donc, parmi les objectifs du SCADA, c'est d'assurer la data acquisition. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle SCADA, parce que c'est un terme qui résume les trois fonctionnalités assurées par les logiciels de supervision, to supervise, to control, and to do data acquisition. Donc, c'est les trois fonctionnalités qui sont assurées par... Et donc, autrefois, bon, les réseaux RLI, quelle est la différence entre les réseaux RLI et les réseaux LAN? Donc, la première différence, c'est que les réseaux RLI, ce sont des réseaux propriétaires. Ils ne sont pas standards. Par contre, les réseaux LAN, avec l'avènement de l'Internet, ils ont été standardisés. Vous savez ce que c'est que propriétaire?
Par exemple, Profibus. Profibus, c'est la propriété de Siemens. Donc, avec un Profibus FMS, vous pouvez connecter un logiciel WinCC avec les automates Siemens. Ça s'arrête là. Donc, parce que c'est le Profibus FMS, c'est la propriété de Siemens. Et c'est lui qui connaît le protocole de communication. Donc, ces protocoles, ils sont propriétaires. D'accord? Par contre, par exemple, Ethernet, donc les protocoles ne sont pas propriétaires, ils sont standards. D'accord? Et la deuxième différence, c'est que les RLI, ils ont la contrainte temporelle, le temps réel. Donc, les RLE ou bien les réseaux LAN, donc ils n'assurent pas le temps réel. Donc, vous savez ce que c'est que le temps réel? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le temps réel? Le temps réel, c'est le temps qui s'écoule entre l'envoi et la réception d'un message. Donc, quand on envoie un message sur le réseau, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Et donc, il y a un temps qui s'écoule entre l'envoi et la réception du message. Et donc, les technologies de réseaux locaux, ils assurent un temps de réponse déterminé. Donc, au niveau des réseaux LAN, donc le temps de réponse n'est pas très important. Donc, je peux vous envoyer un message sur Internet. Donc, il peut arriver après 2 minutes, 3 minutes, il n'y a pas de problème. Mais dans un réseau local industriel, donc ce temps, il doit être borné. Il doit être de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Par exemple, lorsque vous avez un logiciel de supervision, si vous appuyez sur l'arrêt d'urgence, au niveau du logiciel de supervision, donc les machines, ils doivent s'arrêter après une vingtaine de millisecondes, pas plus. Parce que supposez que vous avez, par exemple, quelqu'un qui a la main à l'intérieur de la machine-outil et la porte, elle veut se fermer. Et quelqu'un, il a appuyé sur l'arrêt d'urgence. Si le message arrive après 2 minutes, ça y est, ce qui est fait est fait. Le bras du type, il est déjà parti. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'au niveau des réseaux locaux industriels, donc, il y a des contraintes techniques de temps réel. Par contre, la taille des messages envoyés, elle est petite. Donc, dans un réseau local industriel, on ne peut pas envoyer 2 kilooctets. Donc, on envoie quelques bits, à la limite un mot, et ça s'arrête là. C'est bon? Et donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, les réseaux de cellules, il va connecter les machines, il va permettre de relier les machines à un logiciel de supervision de la cellule ENSAM. Donc, le logiciel, il est relié aux différentes machines de la cellule à travers le réseau Ethernet. Parce que, comme j'ai dit, donc l'Ethernet, il remplace de plus en plus les réseaux. Il a remplacé dans un premier temps les réseaux d'usine. Donc, de nos jours, il remplace les réseaux de cellules. Mais le réseau de terrain, il ne peut pas encore les remplacer parce que sa contrainte temps réel n'est pas de l'ordre de quelques dixièmes de millisecondes. Donc, quand il va arriver à une contrainte temporelle, un temps de réponse de quelques dixièmes de millisecondes, il pourra remplacer les réseaux de terrain. De nos jours, pour relier les capteurs actionneurs à un automate, on est obligé de faire appel à un réseau de terrain, même s'il est propriétaire, comme le réseau Profibus DP, le réseau ASI, le réseau CAN, et ainsi de suite. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Et donc, la deuxième vague des systèmes de production, c'est ce qu'on appelle les SMR, les systèmes de production reconfigurables. Donc, il a été proposé par Yoram Cohen et son équipe de l'Université du Michigan en 1995.
pour répondre aux changements fréquents de la demande et de la diversité en volume. Parce que les systèmes flexibles, donc, ils avaient des points faibles. Parmi les points faibles des systèmes flexibles de fabrication, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre à des changements fréquents de la demande. Donc, ils sont flexibles. Mais si vous leur dites chaque fois de changer en diversité et en volume, aujourd'hui, on fabrique 10 pièces, le lendemain, on fabrique 20 qui sont totalement différents. Là, ils ne peuvent pas répondre. Donc, on a fait appel à un nouveau type de système de production reconfigurable. Donc, ils sont constitués de plusieurs modules. Et donc, ils font appel au concept de plug and produce. Donc, vous connaissez le plug and play. Qui connaît le concept de plug and play? Qu'on retrouve au niveau de l'informatique, en fait. Donc, plug and play, il peut être traduit en français par « il suffit de brancher pour que ça marche ». Plug and play. Donc, il suffit de brancher pour que ça marche. Donc, on l'a traduit sous forme de plug and produce au niveau des systèmes de production. Ça veut dire que quand un industriel il achète une machine, il suffit de la brancher avec le reste et ça va marcher. Chose qui n'existe pas pour le moment. Il n'y a pas de plug and produce. Donc, si on achète une machine, on doit faire des configurations qui sont assez lentes et assez fastidieuses. Parfois, ça ne veut pas marcher. Parfois, ça coûte trop cher. Et on vous dit que la machine n'est pas compatible avec le reste de l'atelier. D'accord. Et donc, parfois, on est obligé de développer des drivers pour assurer la communication de la machine avec le reste de l'atelier. Donc, qu'est-ce que c'est que plug and produce? C'est la reconfigurabilité facile Et donc, aujourd'hui, on peut, pour fabriquer la pièce A, utiliser 3 machines. Le lendemain, donc, pour fabriquer la pièce B, donc, on enlève une machine et on ajoute 2 autres machines. Et on fait du plug and produce et on démarre la production. Donc, ça permet aux différents modules d'un système de production d'être ajoutés ou supprimés à la demande. Et donc, pour que les systèmes de production soient reconfigurables, il faut assurer l'interopérabilité. Et dans ce cas, il faut disposer d'un certain nombre d'interfaces mécaniques, informatiques et de commandes qui sont standards. Donc, vous savez ce que c'est que les interfaces de communication. Donc, il y a des interfaces matérielles et les interfaces logicielles. Les interfaces matérielles comme le RS232, comme le câble RJ45, ainsi de suite. Pour, par exemple, faire communiquer un ordinateur avec un vidéoprojecteur. Donc, on utilise une interface RS232. Et cette interface, il utilise une interface logicielle de type driver, ainsi de suite. Et donc, un système intégré qu'on avait au niveau des systèmes flexibles de production, il n'est pas forcément interopérable. Par exemple, au niveau d'un système intégré, on peut assurer la communication entre un logiciel ERP, un logiciel CFAO, un logiciel MES et les machines. Donc, en ordre de fabrication, il peut être transmis au logiciel MES. Donc, le logiciel MES, il le transmet aux machines. On fait la production, on collecte la donnée, ainsi de suite. Cependant, si les interfaces ne sont pas normalisées, si on veut ajouter à cet atelier une autre machine, on est obligé de reprogrammer tout le système en entier et ça peut prendre 1 mois, 2 mois, ça dépend de la complexité du système. Et donc, le système interopérable, quand on ajoute une machine, on n'est pas obligé de reprogrammer le système. Donc, on a des protocoles de communication qui sont interopérables. On fait appel en général aux technologies de l'informatique qu'on retrouve au niveau de l'informatique, en fait, en faisant appel à des interfaces standards, ainsi de suite. Mais donc, il suffit de brancher pour que ça marche.
Donc, on appelle ça plug and produce. Donc, on achète une machine. Donc, la machine, elle est dotée d'interfaces standard. Donc, on la connecte avec le reste de l'atelier. On fait quelques configurations. Donc, on lui donne une adresse IP, et ainsi de suite, et ça marche. Donc, on veut arriver à ces résultats. Et donc, avec les technologies actuelles, donc, on arrive à ces résultats avec les standards de communication comme le XML, ainsi de suite. Donc, ces dernières années, avec les avancées technologiques, donc on arrive à une nouvelle vague de systèmes de production. Donc, de nos jours, nos téléphones sont mobiles. Donc, on ne s'en sert pas que seulement pour téléphoner. Donc, on peut prendre des photos, on peut entendre de la musique, on peut naviguer sur Internet. Donc, nos voitures sont des systèmes embarqués. Donc, ce sont des ordinateurs sur roues. Donc, nos maisons, idem. Donc, dans nos jours, les maisons, ils sont bourrées d'appareils du système intelligent. Donc, qui sont assurés par les nouvelles technologies de l'industrie 4.0. Donc, la technologie de nos jours, elle est devenue tellement mature, donc qu'elle peut être utilisée au niveau de l'industrie. Et donc, on appelle ça la Smart Factory. Donc, parmi les personnes qui travaillent sur ce domaine, il y a Zwilky, donc, qui a proposé plusieurs concepts. Donc, on appelle Smart Factory l'usine intelligente. L'Internet des objets, l'utilisation de l'Internet des objets, Factory of Things, l'usine des objets. Et donc, de nos jours, on veut converger vers les usines intelligentes, Smart Factory. Et donc, la pyramide productive, elle tend à s'aplatir. Comme on avait dit, donc parmi les technologies phares de l'industrie 4.0, il y a l'Ethernet, le protocole Ethernet. Et comme on a dit, le protocole Ethernet, il remplace de plus en plus les réseaux d'usines et les réseaux de cellules. Et peut-être demain, il va remplacer aussi les réseaux de terrain. Mais de nos jours, les industriels, ils sont obligés d'utiliser les réseaux de terrain. Et les technologies du web sémantique, ainsi de suite, sont de plus en plus utilisées pour le développement des systèmes de production. Et donc, on fait appel à un certain nombre de technologies, comme on a dit, parmi lesquelles il y a l'Internet des objets, la réalité augmentée, le cloud computing et des systèmes cyberphysiques. Donc, ce schéma, il récapitule les 4 révolutions industrielles. Donc, la première révolution industrielle, elle avait eu lieu suite à la découverte de la machine à vapeur par James Watt. Donc, avec la mécanisation, ainsi de suite. Donc, on a remplacé l'effort musculaire de l'homme par l'effort de la machine. Donc, l'homme n'était plus obligé de faire un effort musculaire. Donc, la machine est le remplaçant, en fait. Ça s'appelle la mécanisation. Donc, la deuxième révolution industrielle, c'est avec le développement de l'électricité, avec Volta, Tesla, ainsi de suite, Thomas Edison, Faraday, ainsi de suite. Et donc, avec la découverte de l'électricité, la découverte du moteur électrique, les lignes d'assemblage proposées par Taylor et Ford, le Fordisme. Donc, on a pu réaliser la deuxième révolution industrielle. La troisième révolution industrielle, elle est due en fait au développement de l'informatique, avec la CAO, la CFAO, la GPAO, donc l'utilisation de l'ordinateur. Et donc, cette quatrième révolution, elle tire son intelligence de l'Internet et des
protocoles Internet comme l'Ethernet, le web, l'Internet des objets, la réalité augmentée, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la réalité augmentée? Donc, la réalité augmentée, en fait, c'est le fait d'utiliser des systèmes qui vont c'est utilisé au niveau du contrôle qualité et ainsi de suite, qui vont faire ressortir d'un système des paramètres, ainsi de suite, qui peuvent nous aider à bien comprendre les systèmes qui sont cachés, en fait. Donc, parmi les concepts qui sont utilisés au niveau des systèmes de production, il y a le système cyberphysique. Donc, c'est une nouvelle génération de systèmes de production qui doivent être plus intelligents, mieux connectés et qui s'adaptent et qui sont autonomes. Donc, la machine, elle est plus autonome, elle s'adapte à son environnement, elle est plus intelligente, elle est connectée, ainsi de suite. Donc, elle est assurée par l'implémentation de l'Internet of Things, de la réalité augmentée et du cloud computing. Donc, ça permet d'apporter une certaine forme de conscience, une capacité d'auto-configuration et d'auto-organisation. Donc, Zwilky a implanté ces concepts à travers les architectures orientées services, dans la Factory of Things, ou usine des objets. Donc, il y a une autre personne, Honoré, qui a proposé un autre type de système de production qu'il a appelé système de production évolutif. Donc, ces systèmes de production, ils doivent s'adapter pour survivre pendant plusieurs générations de produits. Donc, on conçoit un système pour fabriquer un certain nombre de produits. Mais on doit le concevoir pour fabriquer même les produits qui vont venir, en fait. Donc, il faut que le système de production soit évolutif pour qu'il puisse s'adapter, pour survivre pendant les générations qui vont venir de produits. Donc, on le conçoit pas pour fabriquer que les produits qu'on est en train de produire aujourd'hui, mais même les produits qu'on va produire demain et après-demain, notre système de production, il devra être capable de les produire. Et donc, pour accomplir cette capacité d'adaptation, donc le système de production, donc, on doit le rendre plus performant au niveau inférieur. Donc, il doit être distribué, il ne doit pas être centralisé, il doit plutôt être distribué et on doit faire descendre l'intelligence vers les niveaux les plus bas. Donc, passons maintenant à un dernier titre au niveau de ce chapitre, c'est les composants d'un système de production. Donc, on va détailler les différents composants d'un système de production. Donc, le premier composant d'un système de production, l'entité élémentaire, c'est la machine. Donc, la machine, en général, elle est formée d'une partie opérative. Donc, euh, c'est là où passe le produit. Et donc, pour concevoir la partie opérative, on doit définir le produit à fabriquer, donc les circuits de puissance, ainsi de suite. Et donc, il y a une partie commande, et donc c'est elle qui pilote la partie opérative. Et à ce niveau, on doit définir les capteurs, les transmetteurs et les actionneurs, ainsi de suite. Et les circuits de commande. Et on doit aussi prévoir un dialogue avec l'opérateur en proposant des pupitres de commande. Et on doit assurer la communication de la machine avec les autres machines. Donc, on doit prévoir des interfaces de communication standard. Donc, comme on avait vu, donc la machine, elle a évolué. Donc, autrefois, les machines, ils étaient à commande, la partie commande, elle était câblée. Donc, après, la partie commande, elle est devenue programmée. Après, la partie commande, elle est devenue programmable. Donc, on a abouti à la commande numérique. Donc, au début, on avait la commande numérique.
Donc, la commande numérique, donc, c'est un ensemble d'entrées, c'est l'aspect automate en fait. Donc, c'est un ensemble d'entrées-sorties pour commander les axes, parfois de manière coordonnée. Donc, on utilise des interpolations, par exemple, sur une machine à commande numérique. Donc, on peut avoir l'axe X et l'axe Y et on peut les piloter de manière coordonnée pour réaliser des interpolations circulaires, des interpolations linéaires, ainsi de suite. Après, il y a eu l'apparition de la CNC. Donc, il y a la NC et la CNC. Il y a la CN. En anglais, c'est NC, c'est Numeric Control. Et la CNC, c'est Computer Numeric Control. Et en français, il y a la CN, la commande numérique. Il y a la CNC, c'est la commande numérique avec calculateur. Donc, la deuxième vague des commandes numériques, ils ont été dotés d'un calculateur. Donc, ce calculateur, il permet en plus à la machine, et il la dote d'une interface qui nous permet d'écrire des Monsieur, monsieur, est-ce qu'il y a un problème dans votre macro? اخوان راه البروف حل واحد الغيوني اخرى عاوتاني، واش نخرجوا من هنا نمشي نقولها لشي واحد الانفيتي ولا شي حاجه؟ Oui, monsieur, c'est bien maintenant. D'accord. D'accord, c'est bon. Je sais pas, l'enregistrement, je pense qu'il continue. Ouais, Oui, ouais. monsieur. Ouais.
D'accord. Donc, on continue en fait. Je partage mon écran. Donc, فين كنا وصلنا la commande numérique. Donc, on avait dit que le premier langage de commande numérique, il a été proposé par le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Donc, c'est une université qui est assez connue, prestigieuse aux États-Unis. Et donc, cette université, il a proposé un langage qui est une dérivée du Fortran, qui s'appelle l'APT. C'est lui qu'on appelle communément le langage G. Parce que dans les instructions de ce langage, il y a beaucoup de G, d'instructions qui commencent par G. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le langage G. Et la difficulté, c'est pas de proposer un langage et son compilateur. La difficulté, c'est qu'il soit indépendant de la plateforme. Donc, c'est quoi cette histoire d'indépendance de la plateforme? Donc, langage indépendant de la plateforme, ça veut dire qu'il est indépendant de la machine-outil. N'importe quel constructeur de la machine-outil, il doit être capable de proposer le même langage pour sa machine-outil. Et donc, c'est pour cela que c'est un langage qui doit être en quelque sorte standard. C'est ça la difficulté, en fait, qui a été rencontrée par le MIT pour développer ce langage. Donc, pour développer ce langage, il fallait que les compilateurs de ce langage, ils doivent traduire vers une interface standard qui peuvent être exécutées sur n'importe quelle machine. Et donc, de nos jours, on fait appel à la machine cyberphysique. C'est quoi une machine cyberphysique? Donc, de nos jours, comme on avait vu, donc les systèmes de production sont des systèmes cyberphysiques. Donc, un système cyberphysique, il doit être composé de machines cyberphysiques. Donc, le système cyberphysique, c'est un système qui est embarqué. Qu'est-ce que c'est qu'un système embarqué? C'est un système à base de microprocesseurs. Par exemple, les voitures, autrefois, ce n'étaient pas des systèmes embarqués, mais de nos jours, ils sont devenus des systèmes embarqués parce qu'ils sont équipés d'un microprocesseur, d'un ordinateur qui peut les gérer en fait. En plus, un système embarqué n'est pas forcément un système cyberphysique. Donc, il doit en plus pouvoir communiquer entre eux et ils doivent être autonomes dans leur prise de décision. Donc, si les voitures qui sont des systèmes embarqués, s'ils pourront demain communiquer entre eux et s'ils deviennent autonomes dans leur prise de décision, il n'y aura pas beaucoup d'accidents. Parce que quand une voiture va vouloir rentrer dans une autre voiture, et donc ils vont communiquer entre eux et calculer les distances entre eux et ils vont déclencher automatiquement les freins pour qu'il n'y ait pas de collision. Et donc, c'est ça la différence entre un système embarqué et un système cyberphysique. Donc, un système cyberphysique, c'est un système embarqué plus la capacité de communication et l'autonomie de prise de décision. Donc, quelle est la différence entre une machine cyberphysique et une CNC? Donc, la principale différence, c'est le cybertwin, le jumeau numérique. Donc, la machine cyberphysique, elle est dotée d'un jumeau numérique qui lui apporte la capacité de calcul embarqué, et donc qui fonctionne comme le cerveau de la machine. Et donc, qui va tirer avantage des données en temps réel qui sont rassemblées au niveau du système physique. Donc, schématiquement, la machine cyberphysique, elle a cette structure. Donc, la partie verte, c'est la partie opérative de la machine. Et donc, la partie rouge, c'est le cybertwin. Et donc, une machine cyberphysique, un système cyberphysique, il est formé de deux parties. La partie informatique, la partie cyber, et la partie physique et
l'avantage, c'est que ces deux parties, ils sont intimement liés. Ce qui se passe au niveau de la partie physique, il se répercute sur la partie cyber. Et ce qui se passe sur la partie cyber, il va se répercuter sur la partie physique. Et donc, au niveau de la partie cyber d'une machine, le cyberswin, donc on a un modèle d'information, une base de données, des algorithmes intelligents et des analytics, et une interface machine à machine. Donc, en plus, il y a une partie équipement d'acquisition de données, et il y a une interface en machine plus intelligente. Dans chaque machine, il y a une IHM, mais au niveau de la machine cyberphysique, il y a une Smart IHM. Et donc, de nos jours, donc, il y a des machines outils 4e génération qui sont déjà développées. Et donc, peut-être que demain, ça va devenir quelque chose de classique. Mais de nos jours, c'est en phase de développement, en fait. Mais ça existe déjà, la machine outil 4.0. Elle existe déjà. La CNC 4.0, elle existe déjà. La deuxième composante d'un système de production, c'est le SCADA, les logiciels de supervision, comme ce qu'on a vu au niveau de la cellule flexible de l'ENSAM. Donc, la cellule flexible de l'ENSAM, elle est supervisée par le logiciel Syros. Et comme on a dit, le logiciel SCADA, c'est les initiales de Supervisory Control and Data Acquisition. Donc, il va assurer 3 fonctionnalités. Donc, il va représenter graphiquement les machines en proposant des écrans de supervision. Et il y a aussi la communication avec les systèmes de contrôle-commande pour que le superviseur puisse communiquer avec les systèmes de contrôle-commande. Donc, on fait appel à ce qu'on appelle des pilotes ou des drivers. Donc, les drivers, ils peuvent être standards et ils peuvent être propriétaires. De nos jours, il y a plein de drivers qui sont propriétaires et l'objectif, c'est de migrer vers des interfaces qui sont de plus en plus standards. Et donc, parmi les fonctionnalités du SCADA, il y a le fait de centraliser le pilotage des machines. Donc, c'est ce qu'on appelle la supervision active. La supervision active, ça veut dire on peut aller plus loin, on peut piloter le système de production. Et pas seulement faire de la supervision passive, voir ce qui existe. On peut aussi collecter les données en utilisant des systèmes de base de données. Donc, voilà par exemple l'écran de supervision du logiciel Syros qui permet de superviser la cellule flexible. Donc, on voit tout ce qui se passe au niveau de la cellule flexible à partir de l'écran de supervision. Donc, il y a aussi les logiciels MES. Donc, comme on avait dit autrefois, donc au niveau d'un système de production, il y a 2 niveaux. Il y a les systèmes informatiques de gestion, donc le logiciel ERP, ainsi de suite. Et donc, à ce niveau, on a les logiciels GPAO, ainsi de suite, qui permettent d'éditer les ordres de fabrication. Et on a les ateliers, donc c'est des systèmes de contrôle commande, donc qui sont automatisés, où on utilise des machines-outils à commande numérique, ainsi de suite. Donc, autrefois, la communication entre les systèmes de gestion et les systèmes de contrôle commande n'était pas automatisée. Et le chef d'atelier, c'est lui qui assurait cette communication le matin quand il rentre au niveau de l'atelier. Donc, il va aller vers le service planification et il va leur demander les ordres de fabrication. Donc, le logiciel ERP, il va imprimer les ordres de fabrication et donc, il va prendre ces ordres de fabrication, il va descendre au niveau de l'atelier et il va exécuter ces ordres de fabrication. Et donc, vers la fin de la journée, donc, il sera obligé de collecter les données lui-même et il va remplir ce qu'on appelle les déclarations de production. Il va dire, par exemple, au niveau de cette journée, j'ai fabriqué 100 pièces, il y a eu tant de pannes, ainsi de suite. Supposons que, par exemple, il y a eu 2 heures de panne. Donc, il doit l'écrire au niveau de la déclaration de production parce que c'est un manque à gagner. Supposons qu'au niveau de ces 2 heures, il devait fabriquer 20 pièces. Et donc, au lieu de livrer 100 pièces, il ne va livrer que 80 pièces. Donc, il doit justifier
Les autres 20 pièces, pourquoi il ne les a pas réalisées? Parce que ces pièces, ils vont être vendues. Et ça va constituer un gain pour l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il est obligé, en fin de journée, d'utiliser des imprimés de communication, des papiers, dans lesquels il va déclarer la production. Il va dire, j'ai travaillé de 8 heures à midi, j'ai fabriqué 80 pièces, il y a eu 2 heures de panne. Sur les 80 pièces, il y a 10 pièces qui sont hors tolérance, donc je les ai mises à la poubelle, ainsi de suite. Il doit justifier toute la production de la journée. Et cet imprimé, il va retourner au niveau de l'ERP, il va être ressaisi au niveau de l'ERP pour faire le suivi de la production. De nos jours, on ne fait plus comme ça parce que il y a les technologies de code à barre et elle s'est développée. Et donc, le chef d'atelier n'est plus obligé de faire les déclarations de production de manière manuelle. Donc, ils peuvent être faites de manière automatisée. Donc, comme ce qui se fait au niveau de Marjan, par exemple, pour faire la tenue de stock. Donc, le caissier n'utilise plus les choses, ne fait plus les choses manuellement. Donc, il va passer les différents articles dans un lecteur code à barre, un lecteur laser code à barre. Idem au niveau de l'atelier. Donc, les pièces, ils sont identifiés par des codes à barre et on met en place des capteurs au niveau des machines, ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'une machine tombe en panne, donc le capteur détecte automatiquement l'arrêt de la machine et il se met à compter le temps d'arrêt et ce temps d'arrêt, il est envoyé automatiquement au logiciel ERP en fait. Et donc, tout ça, il est géré par un logiciel MES. Et donc, voilà à titre d'exemple l'architecture d'un logiciel MES qui a été implémenté dans le cadre d'un projet de fin d'études au niveau d'une entreprise qui s'appelle Lamacom. Donc, une entreprise qui fabrique les produits électroménagers, les ustensiles de cuisine, ainsi de suite. Donc, dans le cadre d'un projet de fin d'études, le logiciel MES qui s'appelle MAPEX, il a été implémenté au niveau de l'atelier pour faire l'ordonnancement de la production, pour faire le calcul de taux de rendement synthétique, pour afficher les indicateurs de performance, ainsi de suite. Et donc, on voit en haut les logiciels de gestion, Office, tout ce qui est bureau, corporate server. Et donc, en bas, on a les machines. Et entre eux, il y a le logiciel qui est une base de données, une grande base de données où on enregistre les ordres de fabrication, leur historique, ainsi de suite. Donc, l'ordre de fabrication, il est lancé, il s'exécute et on garde au niveau de cette base de données, on garde un historique de tout ce qui a eu lieu, de tout ce qui a été produit, les quantités, les arrêts, ainsi de suite. Tout ça, il est enregistré dans une base de données qu'on appelle base de données de production. Donc voilà à titre d'exemple un écran de pilotage dans lequel on va retrouver les machines. Donc on peut avoir une idée sur l'ordre de fabrication qui est lancé, l'article qui est produit, les quantités produites, les quantités prévues, ainsi de suite. Avec des couleurs verte si la machine elle est fonctionnelle, rouge si elle est à l'arrêt, orange si elle est en sous-cadence, ainsi de suite. Et donc, on peut aussi avoir des éditeurs de requêtes pour calculer des indicateurs de performance, ainsi de suite. Et donc, pour conclure, on va dire que l'usine sans homme est une utopie. Donc, parmi les objectifs de la productique, c'était à une certaine époque au niveau le système de production flexible. Donc, on avait comme objectif d'avoir une usine sans hommes. Donc, on appuie sur un bouton
temps et l'usine elle se met à produire. Donc, on n'a pas besoin d'hommes. Donc, il s'est avéré que ce n'est pas possible, que c'est une utopie. Et donc, de nos jours, au niveau des systèmes de production, on cherche plutôt une autonomie, une forme de conscience, une capacité d'autoconfiguration et d'auto-organisation. Donc, et les réalisations, au niveau des réalisations, les problèmes posés sont moins techniques qu'organisationnels et humains. Donc, au début, on avait l'impression que lorsque on va vouloir automatiser la production, les grands problèmes qui vont se poser, ça va être des problèmes d'ordre technique. Mais il s'est avéré que non. Donc, les problèmes d'ordre technique, ils peuvent facilement être résolus. Le grand problème qu'on affronte, c'est les problèmes d'ordre organisationnel et humain. Donc, il faut faire des formations et il faut faire investir au niveau de l'homme. Parce que dans les entreprises, on a des systèmes sophistiqués qu'on n'utilise pas, qu'on ne met pas en place parce que les gens ne sont pas formés pour faire ça. Mais dans la majorité des cas, c'est pas qu'ils ne sont pas formés, c'est qu'ils ne sont pas éduqués pour faire ça. Parfois, on a un système qui est sophistiqué, il suffit que l'opérateur fait passer la pièce sur un code à barre pour qu'elle soit lue. Donc, lui, il ne veut pas faire ça. Il veut travailler à l'ancienne méthode et donc il veut arrêter la technologie et l'évolution et donc travailler à sa manière. Et donc, en général, c'est ça, c'est le problème, c'est de convaincre les gens d'utiliser les technologies et de les former. Et en général, les technologies, ils sont là et on les utilise qu'à 50%, parfois à 60% de leur potentiel. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau des entreprises, l'effort le plus important qu'il faut faire, c'est des efforts de convaincre pour dire à l'opérateur, au chef d'atelier, à l'agent de maîtrise de, euh, de respecter une certaine discipline au niveau de la production, de prendre l'outil, de le lire avec un code à barre, de le mettre à sa place, ainsi de suite. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, on a bouclé la première partie. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, je Oui. voudrais demander quelle serait la structure de l'examen. Ça serait comment, monsieur? Oui, oui. Donc, je vais vous mettre sur Teams les examens des années précédentes. Donc, au niveau de la première partie, c'est surtout un QCM. Et c'est au niveau de la deuxième partie qu'il y a des TD, des exercices en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur, D'accord, monsieur. Merci. Oui. وي كنتي قلتي لينا بلي غتعطينا دي ميني بروجي ولا شي حاجه هكا دي زيكزارسيس ou bien دي بروبليماتيك نو Non, non. Autrefois, au niveau du deuxième chapitre, l'étude de fabrication, Ouais. l'avant-projet de fabrication, je donnais un dessin de définition et je demandais aux étudiants de proposer des gammes d'usinage. Mais pour le moment, je pense que c'est pas la peine de le faire parce que ça va alourdir un petit peu le système. Donc, je vous laisse travailler les exercices de la deuxième partie. Et donc, au niveau de la première partie, il suffit de... Donc, au niveau de l'examen, vous aurez un QCM dans lequel vous devez connaître tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que c'est qu'un système flexible, qu'est-ce que c'est que la pyramide productive, qu'est-ce que c'est que l'avant-projet d'étude de fabrication, c'est quoi, ainsi de suite. C'est tout. D'accord, monsieur. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais arrêter l'enregistrement déjà.